Monsieur Gangebach, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire. Alors, dans le cadre des innovations en chirurgie, et particulièrement en chirurgie vasculaire, je vais vous présenter ce qui a vraiment changé en l'an 2000 notre pratique, et qui est le traitement des anévrismes aortiques par voie endovasculaire. Alors, l'anévrisme aortique jusqu'en l'an 2000 faisait l'objet d'une technique relativement unique, décrite par Charles Dubost en 1951 et en 1952 par Michael de Debaquet, pratiquement simultanément, qui était ce qui représentait ici donc une mise à plat greffe. Donc, quand on avait là, il y a une fistule entre l'aorte et la veine cave, mais à ce moment-là, on clampait l'aorte, on faisait une laparotomie. Là, en l'occurrence, pour la fistule, on allait obturer la communication, on fermait les artères lombaires par voie endo-anévrismale et on cousait une prothèse avec un monofile au niveau aortique et iliaque. L'idée originale des endoprothèses est apparue d'abord en Russie, mais elle est passée pratiquement inaperçue parce qu'elle a été publiée en russe dans un petit journal par Nikolai Volodov. En 86, mais elle a été reprise, cette idée, en 91 par Juan Parodi, qui a émigré d'Amérique du Sud en Amérique du Nord et qui a développé cette technique. Vous voyez ici la représentation des premières procédures. Le concept, c'était de mettre une prothèse maintenue aux deux extrémités de l'anévrisme au niveau des collets par des stents, et de monter cette prothèse par voie endo-artérielle sans faire de laparotomie et sans faire donc en diminuant l'agression chirurgicale. Alors, il y a eu en 91-92 plusieurs tentatives, mais on s'est aperçu assez rapidement, comme dans toute innovation, qu'il y avait quand même des aléas. En particulier les ruptures du polyester que vous voyez ici, les érosions des stents en éthanol, tout cela était resté donc un peu ambigu jusqu'à ce que finalement l'industrie reprenne ça en main, prenne des brevets, considère qu'il y avait un marché important et développe donc cette technique avec une amélioration de la structure des endoprothèses et surtout la création d'endoprothèses aortiques modulaires dont vous voyez ici une représentation simplifiée avec évidemment une prothèse qui est bifurquée et plus un seul tube et un jambage contralatéral qu'on cathétérise dans un deuxième temps. Alors, il y a des aléas à cette technique, il y a des aléas qui sont liés au principe et des aléas qui sont liés qui sont des complications. Vous pouvez avoir un défaut en un de fixation pariétale, proximale ou distale. Vous pouvez avoir aussi une déconnexion du jambage, d'un des jambages de l'endoprothèse. Donc ce sont des endophytes qui sont graves parce que à ce moment-là, le collet anévrismal est reperfusé à pression systémique avec un risque de rupture. Et vous avez en deux la perfusion rétrograde des artères lombaires puisque le sac anévrismal reste en place, qui est inhérent au principe de la technique. Il est certain qu'en fonction de ces éléments, des recommandations ont été faites très rapidement par les sociétés savantes et aussi par les constructeurs qui ont recommandé donc une analyse anatomique millimétrique de l'anévrisme afin de bien choisir l'endoprothèse, le respect des normes du constructeur et la surveillance ensuite des patients par angioscanner. Alors voilà par exemple, c'est une publication qu'on avait faite en 2002 sur Anorix, qui était à l'époque l'endoprothèse qui est la plus utilisée avec des mesures du collet, de la longueur du collet, de son diamètre, et afin d'avoir une endoprothèse faite exactement, qui corresponde exactement à l'anévrisme. Ensuite, on a analysé les résultats à partir d'études randomisées. Et il y a eu 4 études randomisées majeures qui ont été publiées entre 1999 et 2008, Royaume-Uni, Pays-Bas, USA et France. Et si vous voulez, pour résumer les choses, quand on s'intéresse à la mortalité à 30 jours, eh bien incontestablement les endoprothèses aortiques sont supérieures, la mortalité est abaissée de façon très significative, 1,5% contre en moyenne 4,3% en cas de chirurgie.
Donc ça a été tout le monde s'est mis à mettre des endoprothèses. On a refait le bilan à 4 ans, et là la différence de survie, enfin la mortalité, était comparable entre les deux séries. Pratiquement 16% pour les endoprothèses et 17% pour la chirurgie. Ce qui voulait dire qu'en fait que l'endoprothèse étant moins invasive, les patients qui étaient fragiles et qui avaient survécu à l'endoprothèse mouraient dans les mois, dans l'année qui suivait, alors que ceux qui avaient été opérés de façon conventionnelle mouraient en post-opératoire. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a aussi étudié les réinterventions. Les réinterventions après 4 ans, et vous voyez que là, on a beaucoup plus de réinterventions, on a pratiquement le double de réinterventions, 23% après endoprothèse qu'après chirurgie conventionnelle. Et il faut savoir aussi que dans les réinterventions pour chirurgie conventionnelle, on introduit évidemment les éventrations, les hernies sur la cicatrice, etc. Toutes les interventions pour occlusion sur bride, toutes les réinterventions. Donc il y avait quand même là un souci. Et vous voyez ici deux types de complications. Du côté droit, vous avez une déconnexion marquée par la flèche rouge du jambage, et du côté gauche, il y a une prothèse qui s'est abaissée, qui a migré, avec évidemment comme conséquence une fuite, une endofuite, et puis la possibilité de rupture, avec, comme ça a été le cas ici, le risque de la rupture chez les malades traités par endoprothèse est chiffré entre 1 et 2%, mais en fait ça dépend de la longueur du suivi de l'étude. Alors, la conséquence ont été des recommandations des sociétés savantes. D'abord, il faut mettre une endoprothèse aux gens qui en ont besoin. Ça semble banal, mais en fait, on a vu des endoprothèses mises pour des anévrismes de 4 cm de diamètre qui n'avaient pas de risque de rupture, donc 55 mm. Le incollé, c'est-à-dire la distance entre les artères rénales et le début de l'anévrisme d'au moins 10 mm, et une analyse tomodensitométrique précise avant de mettre endoprothèse. En post-opératoire, un contrôle tomodensitométrique avant que le patient quitte l'hôpital, et en cas d'endofuite de type 1 ou 3, c'est-à-dire de fuite au niveau proximal ou de déconnexion, évidemment une conversion. Et si tout va bien, le suivi, on prône un examen tomodensitométrique annuel si le collet était moins de 10 mm de longueur, ou si on avait une endofuite de type 2 par les lombaires avec un anévrisme stable. Ceci dit, j'insiste là que ça conduit à une irradiation assez importante du patient, parce que quand on fait un angioscanner, il y a une irradiation importante, d'où la deuxième option, quand le collet était de plus de 10 mm de longueur, quand il n'y avait pas d'endofuite, un anévrisme qui régressait de diamètre, on pouvait se contenter d'une surveillance par échodoppler avec un examen tomodensitométrique quand même tous les 5 ans. Alors ensuite, on s'est attaché à aller un peu plus loin et à opérer des anévrismes thoraco-abdominaux par voie endovasculaire. Alors vous voyez la technique dite classique de cette intervention, qui est quand même une intervention majeure, impliquant une circulation extracorporelle, une réimplantation dans cet anévrisme qui intéresse l'origine des artères viscérales, de toutes les artères viscérales, et qui donc demande une technicité et qui a un taux de complication chirurgicale qui est loin d'être négligeable. C'est une très belle opération, mais dont on connaît quand même la morbidité. À côté de ça, l'innovation endovasculaire propose ça. On monte par l'artère fémorale, on met un premier module de l'endoprothèse qui a été faite sur mesure, conçu sur mesure, avec le début des branches qui vont aller dans les artères viscérales. On met ensuite un deuxième module qui est complété au niveau iliaque par le jambage. Et ensuite, on va remonter par voie brachiale, et on va descendre un cathéter afin de cathétériser chaque moignon destiné aux artères viscérales et ainsi assurer l'étanchéité du système. Donc ici on cathétérise l'artère rénale droite, ensuite on va faire pareil au niveau de l'artère rénale gauche, ensuite l'artère mésentérique supérieure et ensuite le transiliaque.
Et quand on fait ça, si vous voulez, on arrive à exclure complètement l'anévrisme et à revasculariser les membres inférieurs avec un temps de clampage qui est quand même relativement faible. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les faits ? Eh bien, si vous voulez, quand on compare un centre expert comme celui, par exemple, de Marie Lannelongue, mais il y en a d'autres, en endovasculaire, on a une mortalité à 30 jours de 6%, un taux de paraplégie de 8% et une survie à 5 ans de l'ordre de 51%. C'est une étude monocentrique faite sur 221 patients. Les facteurs de mortalité précoce, c'est la durée d'intervention, le diamètre de l'anévrisme et l'existence d'une insuffisance rénale préopératoire. Les facteurs de mortalité tardive, évidemment, c'est l'âge et l'étendue de l'anévrisme thoraco-abdominal. Donc vous retenez 6,% de mortalité. Quand on passe en technique ouverte dans un autre centre expert, eh bien on a quand même une mortalité élevée sur à peu près 500 patients de l'ordre de 9,9%, à peu près 10%. Taux de paraplégie qui est comparable, 8%, survie à 5 ans, 50% qui est comparable. Facteur de mortalité précoce, là aussi, c'est l'étendue de l'anévrisme thoraco-abdominal, l'insuffisance rénale préopératoire et évidemment l'âge. Et les facteurs de mortalité tardive, eh bien le cœur évidemment et l'âge du patient. Alors, à partir de là, on a étudié un petit peu ce qui se passait dans la vraie vie. Et ça a été fait en Allemagne sur un registre des assurances qui enregistre à peu près plus de 15 millions d'individus. Donc on a trouvé pour les anévrismes de l'aorte thoracique, on a relevé 1422 chirurgies ouvertes contre 856 endoprothèses. Et vous voyez que là, dans la vraie vie, dans des registres qui ont été audités et vérifiés, on a des différences extrêmement importantes puisque la mortalité est doublée en chirurgie ouverte. Le taux de paraplégie est comparable, il y a 3 fois plus d'insuffisance rénale post-opératoire en chirurgie ouverte par rapport à l'endovasculaire et un risque de nécrose colique qui est comparable. D'où ce graphique où vous voyez en chirurgie de l'aorte thoracique, dans les registres, qu'on a une augmentation de la prise en charge des anévrismes de l'aorte thoracique, mais qui est essentiellement faite par l'augmentation des endoprothèses par rapport à la chirurgie ouverte, qui est stable ou en diminution. Et là, il n'y a jamais eu d'étude de randomisée parce que pour le clinicien, l'avantage semblait être tellement évident qu'il n'est pas paru indispensable de faire une étude randomisée qui posait des problèmes éthiques aussi aux praticiens. Alors ensuite, on a continué vers la crosse aortique. Alors la chirurgie ouverte de la crosse aortique, qui est faite par des chirurgiens cardiovasculaires, est quelque chose de très réglé, qui a une mortalité qui est comprise entre 7 et 10%, un taux d'AVC compris entre 4,9 et 6,9%, ce sont les séries que j'ai retrouvées qui sont importantes. Et en face de ça, traitement endovasculaire, on a commencé par vouloir faire de la chirurgie hybride, c'est-à-dire couvrir la crosse de l'aorte par une endoprothèse, tout en réimplantant par une technique chirurgicale, mais sans la CEC évidemment, sur l'aorte ascendante, une prothèse qui est bifurquée pour revasculariser les troncs supraortiques. Alors, effectivement, c'est toujours ce qu'on fait quand on est entre deux techniques. C'est pas vraiment brillant parce que la mortalité était supérieure à celle de la chirurgie classique et le taux d'AVC était élevé. Donc, finalement, cette solution ne paraît sans doute pas être la meilleure. On est arrivé ensuite, et c'est actuellement on y est, dans une procédure plus expérimentale où on met en place une endoprothèse qui est procédure endovasculaire exclusive avec dans l'endoprothèse des prothèses qui sont branchées de façon à reconstituer complètement la crosse aortique par voie endovasculaire. Alors, voilà une image qui peut vous éclairer sur la façon dont les choses sont faites. Évidemment, c'est très schématique. C'est modulaire. On met un premier module dans la crosse. Ensuite, on met un deuxième module qui va fixer dans la carotide cette endoprothèse avec... Après, on va fixer l'entrant intérieur brachiocéphalique. Ensuite, on complète l'endoprothèse par un module dans l'aorte ascendante et on assure donc l'étanchéité, la sous-clavière gauche étant réimplantée dans la carotide gauche. Alors, est-ce que c'est une idée brillante ?
Eh bien, les études préliminaires faites chez les patients où la chirurgie était contre-indiquée, hein, c'est pas des malades courants, vous voyez qu'on a une mortalité hospitalière qui est élevée, 10%, et un taux d'AVC de 11%, qui est énorme, et une autre série de XERNI sur un petit nombre montrait aussi un taux d'AVC de 20%. Donc, avant de conclure, je voudrais simplement dire que tout ça est en évolution spectaculaire, parce que plutôt que d'essayer de faire des procédures un peu bizarres, je pense qu'il faut attendre l'amélioration des endoprothèses et leur conception même avec l'intelligence artificielle. Et on est en train maintenant de mettre en place une analyse à partir des scanners des anévrismes, de façon à construire des endoprothèses sur mesure. Chaque point, vous voyez ici sur ce graphique, n'est pas une image, c'est un calcul. Chaque point est un calcul qui tient compte de la topographie de la paroi, de sa fragilité, des calcifications, etc. Et donc je pense que c'est là où on va faire d'énormes progrès en endovasculaire. En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, il est certain que les endoprothèses aortiques ont révolutionné le traitement des anévrismes pour nous. Hein. Elles ont permis de diminuer la mortalité opératoire. La mise au point de nouvelles endoprothèses, les progrès de l'imagerie ont ouvert la porte vers les anévrismes thoraco-abdominaux, qui sont faits de façon assez routinière par ces techniques, anévrisme de l'aorte thoracique aussi. Pour la crosse de l'aorte, je crois qu'il faut être prudent et il est certain que l'intelligence artificielle aura dans ce domaine un rôle important. Je vous remercie. Merci beaucoup de ce panorama des différentes possibilités de traiter les anévrismes de l'aorte thoracique et l'aorte abdominale. Et comme vous avez dit à juste titre, ce sont des patients qui sont des polypathologies. Et ce qui me paraît le plus difficile, ce n'est pas de faire, mais de savoir s'il faut le faire. C'est l'indication opératoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un développement sur les indications qu'il faut faire pour ces patients et avoir le moment qu'il faut dire qu'il ne faut pas le faire? Alors, je pense que c'est une excellente question, parce que c'est vraiment le problème. Vous savez, quand on a un marteau, tout est un clou. Hein. Donc il faut éviter. Alors, la première chose, c'est qu'il faut respecter, je parlerai par exemple pour les anévrismes de l'aorte abdominale, le diamètre de l'anévrisme. En France, on dit à partir de 5 cm, il faut opérer les gens, mais en fait, les études de randomisées qui ont comparé suivi échographique et chirurgie ont montré que ce n'était pas 50 mm, c'était 55. Bon. Dans tous les pays, c'est 55, en France, c'est 50. Bon. Mais le problème, c'est qu'on a un glissement vers le bas et on aboutit à des endoprothèses qui sont mises en place chez des patients qui ont des anévrismes de 45 mm en disant oui, mais ça va grossir, etc. Donc ça, c'est, pour répondre à votre question, c'est pas à faire. Pour l'anévrisme de l'aorte thoracique, on monte d'un niveau, on admet que 55 mm, c'est vraiment le minimum. Et on va plutôt commencer à prendre en charge des patients qui ont des anévrismes de 60 mm de diamètre. Pour la crosse aortique, je pense que c'est trop tôt. L'endoprothèse, c'est du domaine de la recherche clinique. Et je pense qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, monsieur, parce que je pense qu'on a essayé de mettre une endoprothèse, mais en fait, derrière, il y a toute une technologie qui arrive, qui va permettre sans doute de le faire de façon beaucoup plus sûre pour les patients. Est-ce qu'en dehors de diamètre en soi, vous tenez compte de l'évolutivité? C'est-à-dire qu'un patient arrive, vous lui trouvez un anévrisme de l'aorte abdominale de 50 mm. Mais vous ne savez pas depuis combien d'années il a ça. Il y a des gens qui ont ça, ça fait 10 ans, ça ne bouge pas. Mais à l'inverse, il y en a des gens avec l'anévrisme qui évolue. Est-ce que vous pensez que d'emblée, dès qu'on découvre un anévrisme de l'aorte abdominale de 50 mm, il faut l'opérer? Ou est-ce qu'il faut se donner le temps de réfléchir, de savoir comment les choses vont évoluer? Alors, je pense que, si vous voulez, quand on a un anévrisme qui a 50 mm, d'abord, il faut expliquer au patient ce qu'il a, c'est très important, et lui dire que ça commence à devenir sérieux, et on va vers un risque potentiel de rupture. Ensuite, à 50 mm, on a le temps. À 50 mm, on peut revoir le patient et faire un angioscanner 3 ou 6 mois après pour voir s'il a grossi. Si en 3 ou 6 mois il prend 6 mm de diamètre, ben, il faut y aller, ça c'est évident. Si au contraire il est parfaitement stable, on peut encore attendre en lui disant voilà, on surveille.
Mais ce qui est extrêmement important sont les patients à risque. Mais à risque, pas pour l'anévrisme, à risque pour le cœur, à risque pour d'autres complications. Et les Anglais, ce sont les seuls qui sont capables de faire ça, ont fait une étude randomisée, EVAR 2, où ils ont tiré au sort des patients non opérables entre on ne fait rien et on met une endoprothèse pour la chirurgie de l'aorte abdominale, les anévrismes de l'aorte abdominale. C'était tous des anévrismes de l'aorte abdominale qui étaient de plus de 6 cm de diamètre, et ils n'ont pas mis en évidence de différence quant à la survie après 1 an. Parce que les malades, la majorité des patients, il y en a qui ont rompu leur anévrisme, mais la majorité des patients sont morts d'autre chose. Donc si vous voulez, les patients qui sont graves, en dehors de l'anévrisme, je pense qu'il faut faire extrêmement attention avant de se précipiter, de leur proposer une procédure chirurgicale ou endovasculaire. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, Jean-Baptiste, le travail qui a été fait en particulier sous l'égide de Fabien Coscas sur la fabrication d'endoprothèses faites par les chirurgiens, avec une équipe de plus en plus spécialisée, est-ce que tu vois, dans la fin de ton topo, tu remets un petit peu en avant l'intérêt des prothèses faites sur mesure, personnalisées? Dans quelle mesure la conjonction du travail du chirurgien avec les industriels, parce que les progrès sont venus bien sûr des industriels, dans quelle mesure on peut peut-être trouver là une voie de recherche à la fois pragmatique, dans laquelle les chirurgiens ont leur place, mais en étroite collaboration avec des équipes de recherche industrielles qui ont les moyens de développer des outils performants. Alors effectivement, la question se pose. Alors, je pense que on peut travailler dans son coin et essayer, par exemple, d'avoir une endoprothèse qui est universelle plus ou moins, et puis ensuite faire des trous avec un laser, ça a été fait, et mettre sur ces trous des branchements pour aller au coup par coup revasculariser des anévrismes particuliers, soit juxtarénaux, soit cross, etc. Moi, je crois plutôt que d'abord, il y a un problème de responsabilité du chirurgien, parce qu'à partir du moment où on modifie un dispositif médical où il n'y a pas d'autorisation particulière pour les modifications, eh bien, vis-à-vis de la loi, on modifie un dispositif médical et on engage sa responsabilité. C'est ça une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut effectivement que le chirurgien, le praticien travaille avec l'industriel, c'est sûr, mais dans le cadre d'un environnement industriel, avec une sécurité, avec tout ce qui doit comporter une analyse et si vous voulez, les dispositifs médicaux doivent bénéficier d'une sécurité totale pour le patient. Oui. J'ai une question courte. D'abord, je voudrais applaudir à la beauté d'illustration, la clarté de présentation de Jean-Baptiste, et poser une question courte. Mais tu as évoqué dans les complications à moyen et long terme la déconnexion du jambage. Donc c'est ça que voudrait concerner ma question, à savoir quelle a été l'évolution du type d'ancrage de ce jambage dans la prothèse principale ou de ces jambages, et quel est l'apport de la 3D, de la construction 3D pour certains types de prothèses. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça avance? Voilà. Alors, on a commencé par dire qu'il fallait qu'il y ait une superposition des deux jambages de 15 mm. Maintenant, on est à 3 cm, donc on augmente la longueur de super. Deuxièmement, on met une endoprothèse à l'intérieur de la première qui est plus large, donc il y a une compression, si tu veux, et puis il y a des crochets, donc on fait tout pour que, si tu veux, c'est un accident qui est devenu rare. Par contre, ce qui n'est pas devenu rare, c'est la multiplication des indications pour des anévrismes avec des collets très courts, qui sont de moins de 10 mm. Et là, les chirurgiens ont joué, on se dit, oh, ça va aller, et là, ça ne va pas. Ça glisse, et là, on a un anévrisme qui est reperfusé. Donc, il faut, à mon avis, l'endoprothèse, c'est génial, mais il faut garder les critères qui sont ceux du constructeur. Sans ça, on a des problèmes. Allez-y. Merci, M. le Président. Compliment d'abord, je m'associe au compliment. Question courte. Il est paru dans la revue Vascular Surgery 2019 un article sur la rapamycine
pour éviter les anévrismes et les ruptures. Que penser de cet article? Merci. Je vous remercie. Il y a la BMC il y a aussi un article dans Circulation sur ce produit. Il y a aussi une étude, des études sur les antidiabétiques pour diminuer la croissance des anévrismes. Ces études ont été faites chez l'animal, chez la souris. Là, il y a une étude américaine en Californie qui va commencer chez l'homme avec un antidiabétique sur des petits groupes, mais on ne peut pas, pour le moment, il n'y a pas de traitement médical qui diminue la croissance des anévrismes. Une question, Fabrice Sebaï de Tunis, Tunisie. Je vous félicite parce que je ne suis pas vasculaire, mais je suis généraliste, célioscopiste. Alors, j'ai un cas je voulais avoir votre avis sur un cas où il y a un problème d'anévrisme disséquant, disent les radiologues, IRM, scanner, associé à une pathologie rénale, une tumeur rénale. Alors, avec pratiquement une symptomatologie clinique peu parlante, de telle sorte que le malade donc, a des douleurs abdominales, il vient voir, vous faites un bilan, il y a une tumeur rénale avec d'autres qui s'associent, et il y a un anévrisme, ils disent disséquant, sous-rénal, menaçant. Alors, faut-il commencer par la pathologie vasculaire ou rénale? 1, 2, si oui pour la pathologie vasculaire, proposez-vous les endoprothèses ou la chirurgie ouverte? Je pense que ça dépend des facteurs de risque du patient, de la morphologie et ce que vous voulez faire sur la tumeur du rein. Classiquement, je crois qu'on peut faire la chirurgie de l'anévrisme aortique plus la néphrectomie dans le même temps opératoire. C'est gauche ou c'est droit, le rein? Le rein droit. Du rein droit. Bon. Si vous ne voulez pas faire les deux choses ensemble, vous pouvez mettre une endoprothèse, exclure l'anévrisme aortique, à condition qu'il y ait un collet, que vous respectiez les indications anatomiques, et une fois que l'endoprothèse est mise, vous pouvez faire votre chirurgie par une voie élective, par une lombotomie. C'est plus élégant et ce sera mieux supporté. Mais il faut faire attention. Il faut quand même que l'indication de l'endoprothèse soit carrée. C'est-à-dire qu'il y a un collet, il ne faut pas mettre une endoprothèse en se disant « bon, on va la mettre, mais bon, non ». Il faut qu'il y ait un collet long, il faut que vous soyez sûr qu'elle va exclure l'anévrisme, et là, c'est la meilleure solution. Merci. Je me permets de faire une petite réflexion. Il faut penser dans ces cas-là aux possibilités de radiofréquence ou de cryothérapie si la tumeur n'est pas trop volumineuse, parce que là, ça peut être combiné de traitements mini-invasifs. Et puis, anévrisme biséquante localisée à la aorte abdominale surrénale, il faut s'en méfier. Oui, absolument. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Rico. Vas-y. Ah, pardon. Pour monsieur Rico. Monsieur Rico, il y a encore une autre question pour vous. J'ai été un peu... Tout d'abord, félicitations pour la clarté de votre exposé. J'ai été un peu étonné par une chose. Vous dites qu'un scanner annuel est irradiant et dangereux. Je crois que c'est vrai chez un enfant ou chez un adulte jeune, mais au-delà d'un certain âge, dans une pathologie qui va occasionner 10% de mortalité et 10% de paraplégie à peu près, je crois que la notion de danger de l'irradiation d'un scanner n'existe pas. Et on peut faire un scanner annuel s'il y a besoin sans aucune espèce d'arrière-pensée. Il y a eu pas mal de publications sur ce problème aux États-Unis qui se sont multipliées parce que ce sont des scanners avec injection, évidemment. Donc on a vu qu'il y avait chez certains groupes de malades qui n'est pas négligeable une aggravation de la fonction rénale. Oui, ça c'est le contraste, c'est pas l'irradiation. Oui, enfin, c'est lié au scanner. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu des radiologues qui ont dit qu'il fallait faire attention parce que c'était quand même des doses qui cumulées étaient importantes et que donc il fallait prendre ça en compte quand on voulait mettre une endoprothèse chez un patient jeune, parce qu'il y a des anévrismes chez les gens jeunes de 50 ans, et que là il fallait bien réfléchir si on devait les suivre par scanner. D'où la technique qui a un peu changé, c'est que maintenant on fait beaucoup plus d'échographies et on essaie d'espacer les scanners. Voilà. Merci beaucoup.